Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Lundi 24 février 2025. On est ensemble, nouvelle semaine qui commence. On retrouvera dès demain 19h Adil Farkan et toute son équipe désinformée. C'est promis. Au programme de cette émission, en ce lundi soir, on va parler de quoi dans Time Sport? Le PSG neutralise donc Lyon. Eh oui, on a entrevu des cow-boys sur cette pelouse du Groupama Stadium à Lyon, en la personne de monsieur Textor, sans oublier aussi un grand président, monsieur Nasser Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. On parlera Marseille, eh oui, l'incompréhension totale des supportrices, des supporters de l'Olympique de Marseille et pas que, du football et des observateurs et observatrices. C'est vrai, du côté de la baie des Champs, Auxerre a frappé fort face aux Marseillais d'un certain Deserbi. Et on aura le tea time sans Mourad, malheureusement. Il sera à l'écoute. On va essayer de lui faire bonne figure à Mourad pour revenir un peu sur l'actualité du ballon rond concernant le championnat de la Première Ligue. Le 01 53 48 3000, rien que ça. Le débat du jour, on vous l'expose. L'arbitrage en France est-il irréprochable? C'est la question que l'on s'est posée avec toute l'équipe. Le 01 53 48 3000. Allez, sans plus tarder, on va présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir. Time Sport, le ras-le-bol. Allez, ce soir, on sera en compagnie de Samir, qui sera avec nous, sans oublier aussi Alison, notre journaliste consultante. Bonsoir Alison. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment ça va Alison? Ça va. Ouais. Ça va. Tranquillement Alison. Ouais, tranquillement, ça va. Ah ça va. En tout cas, voilà. Elle a pas vu la tempête, Alison, je sais pas. Mais nous, ça va pas. Moi perso, je sais plus où donner de la tête. Ça va dans tous les sens, Alison. On va revenir sur cela, c'est promis. Mathieu est avec nous. Bonsoir Mathieu, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde, ça va très bien. On a beaucoup de sujets à voir ce soir, des sujets assez brûlants et comme d'habitude, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser en la personne de Juan José qui est avec nous. Bonsoir. Hola, buenas tardes a todos. Effectivement, on a pas mal de sujets. On va parler de la Ligue espagnole un tout petit peu quand même, un peu de la Ligue française, même beaucoup. Ouais, puis, beaucoup. Tu as dit tout à l'heure, un tout petit mot sur la Première Ligue. La Première Ligue. Avec sur Pep. Monsieur Guardiola, bien sûr. Voilà. En plus, il est avec nous, tout comme Solal, qui nous annonce peut-être un départ imminent d'un certain Griezmann des Colchoneros, comme nos confrères de l'équipe. C'est ça en MLS. Et oui, Griezmann qui a signé, c'est fait avec Decathlon et non pas en MLS, mais en tout cas c'est sa signature avec Decathlon. On parle. Bilal, en tant que supporter du PSG, je me suis régalé ce week-end. Franchement, on a tellement de sujets aujourd'hui. C'est magnifique. Il s'est passé quoi? Il s'est passé forcément une victoire du PSG. Vous l'aurez aperçu, un chapeau de cow-boy, un certain Pablo Longoria qui frappe dans une poubelle, un Kevin De Bruyne qui tire peut-être pour toucher la future fusée de la NASA, un Modric qui a 40 ans se permet de faire un contrôle poitrine magnifique, à la James Rodriguez. Il s'est enflammé sur la lucarnes. C'est magnifique, mais ce football-là, qu'est-ce qu'on l'aime, surtout quand il y a de l'entertainment. Et voilà, en coulisses des petits jeux avec des lassos et attention le chapeau de cow-boy, c'est magnifique. C'est magnifique justement, Alison, ça te fait sourire. 3-2, le Paris Saint-Germain sur les terres lyonnaises. Bravo le PSG, trop fort. Trop fort le PSG. Non, effectivement, le Paris Saint-Germain trop fort et à mon sens le résultat ne reflète pas forcément le contenu du match. Je trouve que c'est bien payé pour l'Olympique lyonnais ces deux buts, même si effectivement à la fin, dans les 10 dernières minutes, ils auraient pu éventuellement, si Donnarumma n'avait pas effectué ces quelques parades, accrocher le Paris Saint-Germain. Mais on a vu un Paris Saint-Germain largement au-dessus. Largement selon toi? Bien sûr, techniquement le Paris Saint-Germain au-dessus, tactiquement le Paris Saint-Germain au-dessus. On a vu que c'était un Paris Saint-Germain un petit trop. Là, on a vu qu'il n'y avait pas forcément de premier rideau de pressing. On les a vus tranquillou. Ils ont joué à leur aise. Ils accéléraient quand ils voulaient. Et ensuite, ils laissaient Lyon quand ils voulaient. Donc voilà, pour moi, le Paris Saint-Germain est bien trop au-dessus de cette Ligue 1. Et ça montre encore une fois la faiblesse de cette Ligue 1. C'est malheureux. Et puis en plus, une défaite de Marseille. De son dauphin. C'est ça. Plus que tout droit pour le Paris Saint-Germain. Pour le titre. Mathieu, le titre s'en va avec le PSG. Non, je suis plus d'accord avec toi, Alison, quand tu dis qu'il y aurait pu avoir plus de buts pour le PSG, mais plus de buts aussi pour Lyon, parce que Donnarumma a fait un super match. Les 2 buts que Lyon marque, c'est 2 enchaînements vraiment magnifiques, 2 beaux buts de la part des Lyonnais. Et sur, justement, comme tu disais, Alison, sur les 15-20 dernières minutes, Donnarumma qui sort 3-4 parades assez impressionnantes. Donc on a beaucoup critiqué Donnarumma
Mais quand il fait un très gros match, faut aussi le souligner, et c'est aussi en partie grâce à lui si Paris s'impose 3-2 hier soir. Entre C avec Solal. Je pense qu'on est tous et d'accord Samir. plus ou moins sur la prestation des Parisiens du match. Je suis d'accord sur le fait effectivement que le match aurait pu terminer différemment si on ne tient compte que des 20 dernières minutes. Mais la réalité est complètement différente. Alice le disait, c'est que de toute façon, il y a deux mondes d'écart entre le jeu du PSG du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui a retrouvé. Il y a des automatismes qui sont là, et qui est un jeu léger au niveau pour c'est très pour loin la Ligue 1, le PSG. Ça c'est une réalité. Et puis il y a Lyon. Je mettrais même pas Lyon dans le groupe de poursuivants du PSG. Je pense qu'il y a Lyon, Monaco, il y a Nice, Marseille, Monaco, Lille, qui vraiment sont dans un deuxième niveau. Et puis les autres derrière, avec notamment Lyon. Donc Lyon, je pense qu'il y a eu un effort qui a été fait, et il y avait de l'envie, il y avait aussi beaucoup de maladresses, parce que ils ont raté des choses parfois qu'on ne comprend pas comment ont-ils pu rater ça. Mais la réalité de toute façon, c'est que même si le résultat 2-3 laisse penser que le match a été plus ou moins égal pour tous les deux, non. C'est le PSG qui a dominé ce match, et quand il a levé le pied, c'est Lyon qui a profité un tout petit peu, mais il y a quand même toujours 2 classes d'écart entre les Lyonnais et le PSG. Samir, les Parisiens, avec Solal aussi. Je pense que réagir. Tout a été dit juste avant moi. Effectivement, c'est vrai qu'en Ligue 1, là, le PSG, c'est un peu trop costaud. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, d'ailleurs, à chaque fois, on a une supériorité parisienne. Moi, à titre personnel, c'est vrai que là, j'attends avec impatience le rendez-vous contre Liverpool, parce que j'ai envie de savoir, justement, du coup, le niveau du Paris Saint-Germain, maintenant, où est-ce qu'il en est? Ok, il survole la Ligue 1. J'ai même envie de dire que je trouve le Paris Saint-Germain version 2024-2025 encore plus costaud que les années précédentes. J'ai l'impression qu'on est... oui, pour toi, oui. Moi, il est plus fort. Pour moi, collectivement, on est au-dessus. Au niveau du mental, on est au-dessus. J'ai plein de raisons de croire que le Paris Saint-Germain de cette saison est plus costaud. Donc pour l'instant, tout ce qui se passe donne raison à Luis Enrique. Il s'est mangé des critiques lors de la défaite au Bayern, lors de la défaite à Arsenal, très bien. Sauf que à l'époque, il disait au mois de février, on va être plus fort. Tout ce qu'il a dit, c'est tellement réel. Et là, ça se vérifie. On a vraiment dans des joueurs du Paris Saint-Germain dans toutes les zones de jeu qui sont performants. Intéressant. Tous les week-ends. Et puis, moi, je me dis aujourd'hui, ok, on surclasse la Ligue 1. À domicile, à l'extérieur, je suis impatient de voir ce que ça va donner contre un des top 2, top 3 européens qui est Liverpool. Du côté de Anfield Road. Il y a peut-être une statistique qui va avec falloir signaler. Alors vas-y. C'est que le PSG, avec sa victoire hier, c'est le 36e match qu'il gagne à l'extérieur, enfin qu'il ne perd pas à l'extérieur. 36 matchs sans perdre à l'extérieur. Et le record en Ligue 1. Le record c'est 38. C'est l'Italie, c'est l'AC Milan. Donc il est à 2 matchs, mais là on se dit, mais 36 matchs à l'extérieur sans perdre. Tranquillou quoi. Ça montre à quel point cette équipe est forte, et pas uniquement que cette saison. Solal. Le PSG, de Luis Enrique. Je vous remercie. Je trouve que vos analyses sont très justes sur le plan sportif, et je pense que ça nous aura permis aussi d'être un peu plus critique envers ce match-là. J'aimerais revenir et faire un focus sur plutôt le côté extra sportif qui a fait que ce match pour moi, excusez-moi, est du cinéma et pur et dur en fait. Et pourquoi du cinéma? Vous n'avez pas suivi forcément l'actualité sportive. Parce qu'il a vu le chapeau de Textor. Exactement, mais j'aimerais revenir sur quelques aspects qui font que pour moi c'est ça dont on a besoin en Ligue 1. Alors déjà, si vous avez pas vu ça m'étonnerait forcément. Avant cette rencontre-là, il y a eu une forme de trash talk entre Al Nasser et John Textor lors d'une conférence, ou plutôt d'un rendez-vous qu'ils ont eu entre les présidents de la Ligue de football française pour essayer de trouver des solutions afin de remettre le football français au goût du jour et être dans les clous au niveau budget. Et lors de cette réunion, ça vous aura pas échappé, Al Nasser et John Textor se sont vivement insultés, à tel point que Al Nasser a traité John Textor de cow-boy. Et on voit quoi lorsqu'on allume notre télé? John Textor qui est là, mais pour les caméras, avec son chapeau, qui fait des saluts au public. C'est magnifique. Je suis désolé,
désolé, mais moi en tant que jeune de 2025, je trouve que pour une fois, le président de l'OL et plus largement les personnes qui font ce football se sont adaptées aussi au bout d'un moment à contribuer à l'entertainment auquel on appartient. On vit une époque formidable et horrible pour d'autres choses. Et là, pour le coup, il est venu mettre son chapeau au bon timing. Ça vous aura pas manqué aussi. Lors de son deuxième but, Hakimi. Et bon, honnêtement, ça c'est que mon avis à moi, mais qui de mieux qu'un Marocain pour venir marquer face à cette OL de John Textor quand on connaissait le passé avant, justement, Hakimi qui arrive et qui célèbre et qui célèbre en faisant le cow-boy. Tout ça pour moi ça participe énormément au fait que ce match-là était cinématographique et ça va venir donner de la rancœur pour ces joueurs lyonnais. Cherki aussi qui marque, c'est pas anodin, donc forcément pour moi ça va renforcer aussi ce côté compétitif et je pense qu'au bout d'un moment ces choses-là qui sont peut-être des détails dont on parlera pas dans 10 ans mais pour moi vont consolider aussi une forme de rivalité et cet entertainment-là on en avait besoin, tout comme la NBA le fait très bien depuis très longtemps. Sauf que je veux quand même attirer son enthousiasme. Alors le Paris Saint-Germain, parce qu'en fait, cette Ligue 1. Ce qui s'est passé, ce spectacle qui a été organisé, depuis 9 mois, parce qu'en fait, le Lyon, le service marketing avait prévu il y a à peu près 9-10 mois, justement pour fêter le centenaire, je crois, le bicentenaire ou centenaire de la création du cinéma à Lyon. Et donc la musique, tout avait été choisi. Là où le timing est bon, c'est que tout était préparé, sauf qu'on ne s'attendait pas à cette polémique cette semaine suite aux émissions, aux révélations de l'équipe et l'émission de France 2. Mais en fait, tout était préparé. Bon, tant mieux, le timing a accompagné, mais ça occultait le fait que c'était un hommage qui était rendu par Lyon à l'invention du cinéma, et on a parlé que les texteurs aidaient Al Khalifi. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, le cinéma, t'inquiète pas. Mais pour revenir, au sportif, Mathieu, c'est là où je suis d'accord avec Samir quand il dit cette saison, le Paris Saint-Germain est meilleur, même s'il y a moins de stars. Si on peut mettre Ousmane Dembélé cette saison ou depuis quelques mois. Meilleur buteur, Ousmane. Cette saison globalement, parce que je trouve que Luis Enrique a fait évoluer cette équipe et justement le Paris Saint-Germain est devenu une équipe. Alors ok, on a eu énormément de stars, on a eu les Zlatan, les Cavani, les Neymar, Messi, etc. Mais il n'y avait pas d'équipe réellement. Là aujourd'hui, il y a peut-être moins de stars, mais il a créé un vrai groupe, il a créé une équipe. Et ils sont sur le match d'hier, ils sont dans la continuité de leur dernier match où ils mettent les ingrédients nécessaires sur tous les matchs et non pas de se dire on choisit notre match. Là sur tous les matchs, on a vu contre Brest, ils ont gagné 7-0, 10-0 sur les deux matchs. Mais c'est là où je trouve que Luis Enrique a apporté justement une certaine rigueur à son groupe et à son équipe, et justement sur Liverpool, c'est là que ça va être très dur parce qu'on va avoir l'équipe qui marche sur le championnat de France et l'équipe qui marche sur le championnat anglais. Donc c'est là qu'on va voir vraiment si le championnat de France, même si le Paris Saint-Germain est au-dessus depuis des années, si le championnat de France peut rivaliser un peu avec le meilleur championnat du monde. Non, tu vas trop loin. Ouais, tu vas trop loin. Samir, peut-être réaction avec Alisson. Non, j'étais d'accord jusqu'à ce qu'on dise que si le championnat de France puisse rivaliser avec la Première Ligue. Là, pour autant, je suis vraiment pas d'accord. Mais en tout cas, là où je suis d'accord avec toi, Mathieu, c'est qu'on va avoir une vraie opposition. Et surtout, le Paris Saint-Germain, qu'on se le dise, en Ligue 1 n'est jamais bousculé. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain maîtrise, le Paris Saint-Germain peut mettre justement en application tout ce que Luis Enrique a demandé depuis quelques temps et depuis le début de la saison. Mais j'attends de voir quand le Paris Saint-Germain aura sera un peu plus bousculé, comment le Paris Saint-Germain va se comporter sans ballon. Est-ce que ça va aussi presser? Est-ce que ça va aller non mais c'est vrai. Est-ce que quand Liverpool, parce que on sait la force de Liverpool, c'est aussi d'aller très très vite dans les transitions et devant et en contre-attaque. Comment le Paris Saint-Germain va gérer ça? On sait que le Paris Saint-Germain est une équipe de possession. Donc est-ce que les possessions seront stériles ou est-ce que ça va aller beaucoup plus vite? Donc j'attends vraiment de voir comment va se comporter le Paris Saint-Germain face à une vraie opposition et face à une équipe qui est capable de marquer. Samir, rapidement, avant la première pause. Voilà, je vais essayer d'aller vite, mais là les collègues ils ont dit trop de choses intéressantes. Je vais essayer d'aller vite, mais je suis quand même assez d'accord avec ce que Mathieu dit. C'est pas faux. C'est
collectivement, le PSG, c'est très costaud. Moi, ce qui m'intéresse dans le duel PSG-Liverpool, c'est que Liverpool a perdu un match cette saison en Première Ligue, le Paris Saint-Germain 0. Donc, je suis curieux de savoir maintenant, dans le peu de matchs qui a été perdu entre les deux équipes, maintenant qui va perdre ce duel. Maintenant, évidemment, est-ce que le Paris Saint-Germain est capable de rivaliser avec tous les clubs de Première Ligue? Oui. Est-ce que les autres clubs de Ligue 1 sont capables de rivaliser avec les... Non, on est d'accord, on est évidemment d'accord, Alisson. Je pense que c'est compliqué. Et puis, je vais juste rebondir sur une chose. Tout à l'heure, je parlais de progression du Paris Saint-Germain. Je vais rejoindre ce que Solal disait tout à l'heure. Je pense que le Paris Saint-Germain a aussi progressé sur tout ce qui est extra-sportif. Il y a beaucoup moins d'histoires. Il y a beaucoup moins d'histoires sur le côté extra-sportif. Les saisons précédentes, on a 20 milliards de choses à dire sur tout l'extra-sportif. On n'a plus rien à dire sur le Paris Saint-Germain. Ils se comportent trop bien, les joueurs, cette saison. On n'a rien à dire, et même sur ça, ils ont progressé. On a beaucoup de choses à dire encore concernant, bon, peut-être pas le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, voire encore Lyon, on en parle peu, mais Bradley Barcola aussi est le 5e joueur le plus décisif des 5 grands championnats, Mathieu, rien que ça. On va marquer une courte pause, on va revenir sur le Paris Saint-Germain, mais aussi les autres clubs français. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h20 en ce lundi 24 février. On est ensemble avec Alisson, Samir pour nous accompagner jusqu'à 21h, sans oublier Juan Trocé et aussi Mathieu, le 01 53 48 3000 pour réagir sur le Paris Saint-Germain et aussi l'Olympique de Marseille, voire l'arbitrage. Allez. Time Sport, la parole des sociaux. De revenir à Auxerre et aussi à Marseille, on va revenir sur le Paris Saint-Germain qui accueillera donc le 8e de finale aller un certain mercredi 5 mars, voilà 21h du côté du Parc des Princes. Les bookmakers français ont déjà bel et bien parlé, Samir. 40% de chance pour l'emporter pour le Paris Saint-Germain, match nul à 25% et aussi Liverpool à 35% tout de même. Vous voyez, c'est pas moi, c'est les bookmakers français qui le disent. Va savoir après. Samir, réaction. Peut-être Alisson, ça l'a fait sourire. Français. Ouais, français, c'est ça. Ouais. Après, c'est nature en France d'être pessimiste, donc ça m'étonne pas. Mais bon, moi, je pense que, j'aurais dit 50-50, tu vois. Ouais. Et au pire, je t'aurais dit, si tu me forçais à choisir, je t'aurais dit 51 PSG, 49 Liverpool. Bien sûr. Moi, cette saison, je suis quand même assez confiant avec le jeu du Paris Saint-Germain. Parce que, comme je le disais en début d'émission, je trouve que cette année, sur l'aspect mental et collectif, il se passe quelque chose. Vraiment, le PSG, cette année, sur toutes les zones de jeu, c'est très cohérent. En fait, quand je regarde les matchs du Paris Saint-Germain, je suis serein. Contrairement à des années précédentes où il y avait, comme Mathieu disait tout à l'heure, des stars et compagnie. Tu vois, là, je suis plus serein collectivement. C'est plus cohérent. Tout le monde fait les efforts pour tout le monde. Et je voulais rebondir sur ce qu'Alisson disait tout à l'heure parce que c'était intéressant. Pour moi, c'est vrai que le duel de ce match, je pense qu'il va se jouer sur les couloirs. Sur le dernier match contre City, t'avais un Luis Diaz et un Mohamed Salah qui se retrouvaient latéral pour venir donner un coup de main en fait aux latéraux. Et je me dis c'est vrai que la victoire peut jouer sur les couloirs. C'est vrai que sur l'axe du jeu, au milieu de terrain, les deux équipes ont une maîtrise de la possession, c'est très cohérent. Liverpool, c'est discipliné tactiquement. Le Paris Saint-Germain, c'est très correct techniquement et tactiquement. Mais je me dis, sur les côtés, ceux qui feront le plus d'efforts offensivement et défensivement. Donc, je pense à Nuno Mendes, à Hakimi, et je pense aussi à Barcola ou Gvara ou qui vous voulez qui jouera à ce moment-là. Moi, j'ai vu un Mohamed Salah et un Luis Diaz être latéral contre Manchester City. Donc, je pense que moi, le match va se jouer là. Et je suis un peu plus optimiste que les bookmakers français. Moi, je dirais 51 Paris Saint-Germain, 49 Liverpool. Voilà. Après, je suis supporter du PSG, je tiens à le dire. Et le dire. Voilà. Rapidement, Solal, avant de retrouver Alisson et Mathieu. Oui, j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Parce que tu parlais d'une période au PSG où il y a des stars et compagnie. Mais compagnie, je l'ai jamais vu jouer au PSG. Non, il était à City. Et il est entraîneur du Bayern maintenant. C'est vrai. Plus sérieusement et assez rapidement. Déjà, tu parlais de Arnold. Je l'ai trouvé assez fébrile, même très fébrile. Alors Arnold, quoi, le dessin animé ou on part sur quoi là? Tu me dis. Le roi d'Agabert. Ok, c'est bon. Les ailiers. Tu parlais des ailiers et c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les ailiers parisiens et les ailiers de Liverpool. Sans parler de ça, c'est vrai que nous on a un regard qui est assez axé vers le PSG dans la mesure où on dit est-ce que le PSG pourrait prendre Liverpool? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du côté des Anglais, Liverpool se disent mais est-ce que Liverpool peut gagner face au PSG? C'est aussi une réalité. Il y a beaucoup de supporters qui sont mécontents du tirage et
Et c'est un peu un cadeau empoisonné en fait. Et même au club, ils se sont dit on a fini premier pour tirer le Paris Saint-Germain. Donc effectivement, ils sont pas contents de tomber sur le PSG aussi. Alison, on t'écoute avec Juan José et Mathieu. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si je devais être bookmakeuse, je donnerais vraiment un 50-50, d'autant plus qu'on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, le Paris Saint-Germain va de l'avant. Mais Liverpool, il y a un coup de moins bien. Alors qu'on s'entende bien, ça veut dire que c'était un rouleau compresseur depuis le début de la saison, et là on voit que ça marque un petit peu moins de buts, que ça presse un petit peu moins, que dans le jeu il y a un petit peu plus de déchets techniques. Donc si vraiment je devais grossir le trait, on dirait que c'est un Liverpool qui fait moins peur que le Liverpool depuis le début de la saison. Donc juste pour ça, je trouve que ça s'équilibre vachement et que le 50-50 est vraiment de mise. Mathieu, après, ce qu'il faut savoir, je pense que le Paris Saint-Germain aura le ballon. Parce que ce week-end, si vous avez vu le match entre City et Liverpool, City n'a eu que 33% de possession de balle. Ils ont cadré, ils ont tiré moins de fois au but que Manchester City, et ils ont cadré moins de fois aussi que Manchester City. Au final, Liverpool s'impose 2-0 à l'Etihad Stadium. Donc ça veut dire aussi que Liverpool sait faire le dos rond. Liverpool, comme tu disais Alison tout à l'heure, va très vite en transition. Et c'est là où justement je te rejoins Samir quand tu dis que sur les ailes, ça va être très important. Si Barcola et Dembélé ou Gvara ils sont obligés de venir aider leurs collègues Hakimi et Nuno Mendes, en sachant que Hakimi monte très souvent aussi, et que Nuno Mendes était très offensif aussi hier soir contre Lyon. Donc comment Luis Enrique va gérer ça, comment Arnaud Slot va gérer ça aussi, ça va être aussi un combat tactique entre les deux entraîneurs. Est-ce qu'on change un petit peu un joueur ou la manière d'attaquer, la manière de faire sa composition, ou est-ce qu'on reste vraiment sur nos bases, sur nos acquis, et ce qu'on fait, on laisse place aux joueurs, mais par contre c'est sûr que bloquer les ailes de Liverpool, ça va être très important pour les Parisiens. Maintenant, là où les Reds sont aussi inquiets de jouer Paris, c'est parce que Liverpool et les autres clubs en Europe voient aussi les progrès du Paris Saint-Germain, et ça fait peur un peu à toute l'Europe. Bien sûr, Rondrosset, l'Europe entière. Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Allez, vas-y. Alors, vous parlez du pourcentage. Moi, je donnerais du 60-40 pour Liverpool. Alors, Alisson, oui, effectivement, ils ont un coup des moins bien, mais sauf qu'ils ont 11 points d'avance. 11 points d'avance à une dizaine de matchs qui leur restent, et ils sont pratiquement sûrs d'avoir la première ligue dans la poche. C'est aussi ce Liverpool qui, dans ce nouveau format des Champions League, n'a pas su des problèmes pour se qualifier, qui n'a pas été le cas ni du PSG, ni du Real, ni de Manchester City, etc. Alors je veux bien effectivement que face au Paris Saint-Germain, on a toujours vu l'effectif, vu ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui dans le championnat français, on peut avoir des doutes. Mais la réalité, c'est que, comme vous avez dit tout à l'heure, n'oubliez pas, c'est maintenant qu'on va voir que le vrai niveau du PSG. Parce que le niveau du PSG au championnat de France n'a rien à voir avec la Champions League. Et on a vu comment le PSG a souffert en Champions League. Parce qu'il a souffert. Tu parlais cette saison, le PSG, les 3 premiers mois jusqu'à Noël, le PSG, il était pratiquement éliminé de la Champions League. C'est pour ça que moi je dis et c'était Brest qui était qualifié d'office. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, je pense que le favori, c'est Liverpool. Je pense que Liverpool, c'est déjà qui est pratiquement champion d'Angleterre, et que maintenant, lui, il a la tête à ce match face au PSG. Ça va être un duel intéressant, ça va être un duel tactique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais avantage quand même à Liverpool, qui depuis le début maintient un niveau qui n'a pas été le PSG. C'est là on voit que Juan José n'est pas bookmaker français. Bien sûr. Juan José, alors, avant de passer à Marseille, vas-y. Est-ce que tu connais Jean de La Fontaine? Oui, elle connaît. Est-ce que ça te dit quelque chose, le lapin et la tortue, le lièvre et la tortue? C'est-à-dire que, oui, certes, on a un Liverpool qui est parti en flèche au tout début, mais le PSG monte en puissance, et ça m'étonnerait pas d'un moment les voir dépasser Liverpool. On n'était pas en train de parler du championnat belge. Tu parles de la première ligue. Ils vont aussi atteindre on va revenir sur la première ligue avec le G-Time de Mourad. Ils vont aussi atteindre, je pense, une forme de mi-parcours que Liverpool n'aura plus peut-être la capacité d'aller rechercher. Il y a aussi un truc qui est très très important et sur lequel j'aimerais revenir. Dans des affiches de Ligue des Champions, il y en a eu beaucoup, en tout cas cette saison et dans les années précédentes, où on avait un favori
qui était opposé à un outsider. Ce qui se passe cette année avec le PSG, c'est que le PSG n'est ni favori, ni outsider, outsider exactement. C'est-à-dire que Liverpool, quand je disais cadeau empoisonné, pomme pourrie, c'est que oui, certes, on peut attribuer Liverpool comme le grand favori, et ça depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, mais pour autant, ils vont aborder un PSG qu'on pourrait voir de prime abord comme l'outsider, parce que voilà, honnêtement, il y a eu des manqués, il y a eu des loupés, ils n'ont pas réalisé le meilleur début de campagne de Ligue des Champions, mais pour autant, le PSG, certes, n'est pas considérés comme les favoris qu'on voit partout aujourd'hui sur les plateaux de TV, dans les médias, dans la presse, mais pour moi n'est pas outsider non plus. Et vient à un moment de son année et de sa saison où le PSG a une forme parfaite, là où d'autres clubs, je pense, se sont un peu reposés sur leur attendons voir quel est le vrai niveau du PSG. Par contre, sur la forme physique, excuse-moi, des équipes comme Liverpool, le Real, ils arrivent maintenant au mois de février et mois de mars, on les voit qu'ils sont calés justement pour être au mieux de sa forme. Et encore une fois, le championnat, la première ligue, n'est pas le championnat belge, n'est pas le championnat portugais et n'est pas le championnat français. Pour le Paris Saint-Germain, c'est peut-être vrai, mais t'as le PSV qui sort la Juve, t'as Feyenoord qui sort Milan, ok, c'est pas le championnat belge, mais le football, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Un argument de poids que tu tiens, c'est vrai que le Liverpool est calé beaucoup plus tôt que le Paris Saint-Germain. Peut-être. Depuis le début, ils performent. En Ligue des Champions, on est d'accord. Par contre, là, on a 11 hommes contre 11 hommes, et t'as le Paris Saint-Germain qui arrive à point. Et t'as peut-être un Liverpool, peut-être qui s'estompe un petit peu, tu vois. Donc, qui est peut-être prévisible, plus prévisible que le PSG, ce que je veux dire. Mourad nous disait à l'époque, ça s'avère à rien pour le Paris Saint-Germain d'être mauvais ou bon en novembre. Il faut être précis et bien prêt en mars. Voilà, c'est vrai, c'est ça. Certainement un connaisseur de football, ce Mourad. Ouais, il est à l'écoute. On va voir. Il connaît le ballon. Ouais, justement, on va passer à l'Olympique de Marseille, 3-0 du côté de la Baie des Champs. Bravo à la JOCR. Pablo Longoria regrette ses propos sur l'arbitrage. Je cite, je suis très autocritique, Addison, avec moi-même. Je ne peux pas accepter de donner ce type d'image. Voilà, un président de club qui ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme. Je ne suis pas content de moi-même. Il y en a eu des choses. Trop tard. Trop tard. Mathieu, vas-y, on t'écoute. C'est trop tard. Tu peux t'excuser, tu peux faire ton mea culpa. L'arbitrage français. Mais à un moment donné, on en parlait en off avec Juan Rosé, c'est quand tu descends dans le couloir à côté du vestiaire des arbitres, tu sais que t'es filmé, tu sais qu'il y a des micros, tu peux pas descendre en furie comme ça et dire c'est de la corruption et c'est un championnat de merde. Alors ok, il y a des décisions qui peuvent être contre l'Olympique de Marseille selon lui. Maintenant, après quand tu prends 3-0, c'est pas un hasard. Maintenant, à un moment donné, tu dois être capable de te retenir. Surtout qu'il y a quelques mois en Coupe de France, c'est Mehdi Benatia qui était descendu, qui a pris 3 mois de suspension. Et là, tu sais que tu dois te contenir et tu sais qu'il va y avoir des répercussions. Là, selon certaines informations, si l'acte de Pablo Longoria est considéré comme menaçant envers les arbitres, il peut prendre 6 mois de suspension. Ouais, ça serait pas très donc, bon pour le club marseillais. De s'excuser et dire je regrette, je dois pas donner une image comme ça, c'est trop tard. Maintenant, l'Olympique de Marseille n'a pas été bon sur le terrain, ça c'est un fait. Auxerre a joué bloc bas et a très bien géré les contres et ils ont été très rapides dans les. On n'a même pas parlé du sportif, Mathieu, dans les médias, on a parlé on a parlé que de ça. Et ça vraiment ça me dérange parce que l'Olympique de Marseille n'a pas été bon. La JOCR a bien géré les contres. Ils ont marqué 3 buts, 3-0 à la fin. Marseille a été inexistant et parce que on voit qu'ils sont en difficulté contre les blocs bas cette saison. Et ils ont eu des difficultés contre Angers où ils ont fait match nul. Ils ont perdu 2 fois contre la JOCR en prenant 3 buts. À un moment donné, et quand les équipes essayent de jouer, essayent de ressortir proprement, là forcément il y a plus d'espace pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille déroule. Mais parce que c'est le jeu de Roberto De Zerbi aussi qui veut ça. Parce que quand l'OM n'a pas la balle, l'OM peut partir rapidement en transition et marquer beaucoup de buts. Maintenant, contre un bloc très bas, un 5-4-1, et puis tout le monde à l'abordage. Cornelius qui
qui est sur la ligne médiane pour attaquer, c'est tout le monde devant. Quand il y a un ballon perdu et qu'il y a une bonne passe de Danois pour Sinayoko, il est tout seul face à Geronimo Rulli, il est obligé de faire faute. Pas top. Donc voilà, donc la JOCR a très bien joué les coups en contre et l'OM n'a pas été bon. Magnifique. Ouais, t'as Longoria qui a voulu faire une Fiorentino Pérez, sauf que mettre la pression sur les arbitres, sauf que t'en as un plus intelligent que l'autre, quoi. T'en as un qui met la pression et subtilement en pesant ses mots et en pesant ses actes, et t'en as un qui agit comme un imbécile en faisant totalement n'importe quoi. Et puis il faut pas oublier que le terme corruption, c'est très grave. C'est très très grave. Non, mais c'est surtout ce terme-là. Ça veut dire que le championnat est corrompu, que les arbitres sont corrompus. Pas faux, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps arbitral est contre Marseille, donc peut-être que la LFP aussi il y aurait un imbroglio contre Marseille, donc on veut pas que Marseille dépasse. Enfin, c'est n'importe quoi là. On va vers un complotisme et un comportement qui est tout à fait détestable. Et au-delà de ça, je veux dire qu'il y a un moment quand on se prend 3-0, c'est pas que de la faute des arbitres. Tu vois, si tu te prends 3-1 avec un penalty litigieux ou 3-2 balle égalisatrice et que peut-être sur on oublie un penalty, la VAR après check de la VAR, ok, bon peut-être là tu peux te poser certaines questions, mais déjà tu dois les garder pour toi. Mais là 3-0 et puis Mathieu l'a très bien dit dans le contenu du match, Marseille a été mauvais tout simplement. On a des réactions avec Alisson justement. On a Karim qui nous dit assez déçu du président marseillais Longoria, et aussi on a Charles qui nous dit il s'est enfermé tout seul dans son propre piège. Solal. Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, faut être sacrément confiant quand on est le président d'un club, surtout de Marseille, qu'on parle de corruption et qu'on va s'aventurer dans ce genre de choses là. Le plus dangereux en fait, et ce qui pour moi me pose problème, c'est que ça vient créer une fracture en fait, tout simplement entre eux, parce que oui, certes, nous aujourd'hui on voit ça, on en parle sur un plateau, c'est malvenu de sa part, mais il y a aussi des personnes, notamment des supporters marseillais, qui vont croire ces propos là et qui vont se monter la tête et surtout y croire dur comme fer que potentiellement leur club est sur la liste noire des arbitres français. Et ça, c'est un réel problème en fait, qui tiennent ces propos là, et que ce soit quelqu'un qui soit dans un bar accoudé aux zinc et qui dit ça, à la limite ça n'a pas une portée, mais dès le moment où t'es le président de ce club là, bien sûr que on va en parler dans les médias, des personnes vont se mettre à la fois et se dire mais c'est n'importe quoi, et d'autres vont le croire. Donc c'est ça le problème. Et tu parlais de complot, en l'occurrence je suis désolé, je voyais toute la soirée des supporters de l'OM appuyer, dire voilà quelqu'un enfin qui parle en notre nom, etc. Et ça vient réellement créer une fracture, parce qu'au bout d'un moment, quand on n'est pas capable d'être lucide et de voir que la plupart des décisions arbitrales qu'il y a eu pendant ce match-là étaient totalement lucides pour le coup, et qui pour moi il n'y avait pas de sujet de contestation des décisions arbitrales, c'est qu'il y a un réel problème en fait. Réel problème. Rentre Samir. Écoute, Marseille. Non, je suis d'accord avec vous sur la première chose, c'est qu'effectivement il s'est complètement planté avec ses déclarations. Mais là, vous faites table rase de tout. Alors, c'est que tout de suite derrière, il a reconnu qu'il s'est complètement planté. Je me permets de vous rappeler Jean-Michel Aulas, président de Lyon, qui tous les 3 semaines sortait une déclaration disant les arbitres sont tous contre nous. Et pas que lui. Et lui, il ne revenait pas sur ces déclarations. Donc, il s'est planté sans aucun doute. Le football français n'est pas corrompu. Je ne le pense pas, bien sûr. Oui, mais lui, il a reconnu tout de suite. Y a-t-il un vrai problème? La première chose. Après, y a-t-il un vrai problème avec l'arbitrage, aussi bien en France qu'en Espagne, qu'en Italie, qu'un peu partout. Tu as parlé de Florentino Pérez. Florentino Pérez n'arrête pas, effectivement, même de sortir des communiqués pour dire que les arbitres sont contre le Real Madrid, mais nous avons eu quand même l'affaire du Barça, où des arbitres étaient en affaire avec le Barça. Vous n'avez pas eu ça en France. Cela dit donc, le match, effectivement, quand vous regardez le match, et je rejoins Mathieu, effectivement, quand tu as 80% du temps, 79% des possessions de balles, t'as pas la vitesse qu'il faut, t'as pas les espaces qu'il faut pour aller marquer. C'est ça en fait l'histoire. Mais ça c'est récurrent sous De Zerbi, c'est que face au bloc bas, ils ont eu beaucoup de mal. Oui, mais face au Havre, ils ont eu 80% des possessions du ballon, et ils en ont mis 5.
Marseille. Ouais, Karim. Samir. Non, parce que tu peux m'appeler Karim, il n'y a aucun problème. Ça me va aussi, ça me va très très bien. Mais j'ai beaucoup d'habitude en plus des fois quand je me trompe, Samir, de l'appeler Karim. J'ai peut-être une tête à m'appeler Karim, c'est pas grave. Non. Partons sur Karim ce soir, c'est pas grave. Moustache, Karim, il est à l'écoute ce soir, c'est pour ça. Ouais. Rapide, Samir. Ce qui m'attriste, c'est que, en gros, l'Olympique de Marseille cette saison a vraiment été lésé par moment par l'arbitrage sur certains matchs. Et moi, ce qui me peine, c'est que je me dis, tu vois, comme tout dans la vie, quand des choses se font rarement, tu te fais entendre. Sauf que le fait de répéter la même chose tous les week-ends, à un moment donné, tu vas te donner moins de crédit et moins de valeur. Moi, ce qui m'attriste, c'est que tous les week-ends, à l'Olympique de Marseille, on se plaint de l'arbitrage. Je trouve ça dommage. Forcément, on va moins t'entendre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre tous les clubs à dos, déjà. Les clubs contre qui tu vas jouer, tu vas te les mettre à dos. Ils vont utiliser cette arme-là contre toi. Donc, je trouve ça dommage. Et en plus, je me dis que au final, les arbitres, à chaque fois qu'ils vont, du coup, arbitrer l'Olympique de Marseille, ils vont avoir une pression énorme. Et moi, je me dis, ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que un Montpellier ou un Le Havre se fait moins bien arbitrer que l'Olympique de Marseille, par exemple? Là, je me pose des questions. Je pense que sur une saison, je sais que tu vas envoyer la pub. Je te connais par cœur. Tu vas envoyer la pub, tu reviens sur moi, d'accord? On va revenir sur Samir. Vraiment, c'est intéressant, Samir. Parce que j'ai plein de choses à dire, mais j'ai pas fini. Mais justement, il y a même Greg qui nous écoute et qui dit champion du monde, le Samir. Allez, à de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, ça parle beaucoup avec Alison, avec Juan José, sans oublier Mathieu et Samir. Allez, la dernière partie de l'émission. Time Sport, le mode pressing. 20h42 et vous êtes à l'écoute de Beurre FM. Voilà, rien que ça, l'Olympique de Marseille, direction Samir. On t'écoute, Samir. Oui, j'ai choses à dire. C'est moi, c'est pas Karim, c'est pas Karim, c'est Samir. Merci beaucoup. Au moins, il y en a qui suivent dans cette émission. Merci beaucoup. Merci Juan José, merci beaucoup. Et du coup, j'étais en train de dire, moi, je pense que sur 34 matchs, déjà les erreurs d'arbitrage, elles s'égalisent, ça fait une moyenne dans toutes les équipes. Franchement, ça s'égalise. Je te dis sincèrement, il y a un arbitre, il va se tromper sur Le Havre, Montpellier et compagnie, ça va moins se voir qu'un Paris, Lyon, Marseille, Monaco. Très sincèrement, ces équipes-là sont peut-être un peu plus lésées que les autres, on va moins les entendre parce que c'est moins intéressant. Demain, tu ne vas pas faire la une des médias avec Le Havre, avec tout le respect que j'ai pour Le Havre. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Ensuite, je veux un peu décortiquer tout ce qui se passe, ce que je trouve dommageable. Et encore une fois, je le signale, je suis pas supporter marseillais, vraiment. Mais ce que je trouve dommageable, c'est que l'Olympique de Marseille fait parler de lui positivement depuis le début de saison, de par le recrutement, de par le coach, de par une attitude, de par un état d'esprit, de par un jeu qui commence à fonctionner. Enfin, en première partie de saison, on attendait tous la patte de Zerbi, on commence gentiment à la sentir. Je vais vraiment dissocier ce qui s'est passé avec Mehdi Benatia et ce qui s'est passé avec Longoria. Mehdi Benatia, il a eu une réaction humaine à l'instant T. Il a eu une réaction à l'instant T sur une situation donnée, d'accord? L'intelligence qu'il a eue, c'est qu'il est parti s'expliquer dans les médias chez nos confrères en direct pour expliquer son émotion et expliquer pourquoi il n'était pas content. Là, l'inverse, c'est que Longoria a une réaction où il ne parle pas aux médias, mais indirectement, il regarde la caméra. Donc, nos confrères de DAZN ont sorti la vidéo où il dit « Sortez-le, c'est de la corruption ». Le mot est beaucoup trop fort, tu te mets les arbitres à dos. En fait, sur la forme et sur le fond, il est parti beaucoup trop loin pour 24 heures après rétro-pédaler. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est deuxième du championnat, va se qualifier en Champions League. Ouais, c'est dommage ces derniers temps, ces derniers jours. C'est pas fait. Ouais, oui, à la minute où on se parle, ils sont bien partis, quand même. Voilà, à la minute où on se parle quand même, c'est pas mal. C'est un parcours d'un club qui va finir deuxième. Et tu sais quoi, Mathieu, pourquoi c'est pas fait? Peut-être à cause de cette histoire d'arbitrage justement. Parce que sur le jeu, je trouve que l'Olympique de Marseille sur le jeu partait pour finir deuxième et maintenant il reste 10, 11 matchs. Bon, je m'en voulais pas, je sais plus combien, mais une petite dizaine de matchs. En gros, là maintenant tous les arbitres ils vont faire attention. Il y a déjà le président du FC Nantes qui commence déjà entre guillemets à mettre la pression sur le match qui arrive à Marseille. Et je trouve ça dommage. Et là, Longoria, et je vais finir là-dessus. Et merci à tous vraiment de m'avoir écouté. Longoria sur la forme, il est parti en vrille. Il a utilisé des mots qu'il ne fallait pas utiliser. Il s'affiche parce que 24 heures après, il dit non, le championnat de France c'est pas de la corruption. Oui, t'es allé trop loin. Et tu sais quoi, t'es président et une posture de président, t'es parti beaucoup trop loin. Et là, je trouve ça dommage. Voilà. Mathieu.
Très dommage pour toi aussi. Ouais, mais en tout cas pour Samir, oui. Cette histoire-là, avec cet arbitre-là, Monsieur Stinat, donc, elle remonte au match face à Lille en Coupe de France, où justement Mehdi Benatia est descendu aussi, puisque Monsieur Stinat était le 4e arbitre de ce match contre Lille. Et c'est lui qui l'a pointé du doigt, et c'est lui qui a fait exclure Mehdi Benatia, etc., etc. Quand Monsieur Stinat a été désigné arbitre du match entre l'AJ Auxerre et l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia déjà a réagi sur les réseaux sociaux en ne comprenant pas pourquoi il avait été nommé arbitre de ce match-là. Et on sait ce qui s'est passé. Voilà, les Marseillais ont réclamé un pénalty sur Quentin Merlin alors qu'il y avait 0-0 à ce moment-là. Il y a eu le deuxième jaune sur Cornelius. Voilà. Maintenant, quand moi je me pose la question, c'est ce que disait un peu Samir aussi tout à l'heure, c'est maintenant comment l'Olympique de Marseille va être arbitré. Parce que tous les arbitres de Ligue 1 ont annoncé ou vont le faire dans les prochains jours, porter plainte contre Pablo Longoria. Donc maintenant, comment l'Olympique de Marseille va être arbitré ? Il va y avoir la pression sur les arbitres, il va y avoir la pression sur les autres clubs, les présidents des autres clubs vont mettre la pression eux aussi. C'est ça. Donc c'est un engrenage qui est interminable. On s'en sort plus, ouais. Donc comment on fait ? Donc il a déconné, Longoria. Il a déconné. Beaucoup. Il a déconné, je crois. Ouais. Mais bien sûr. Donc maintenant, j'ai hâte de voir les autres matchs les autres matchs arbitrés sur l'Olympique de Marseille. Tout à l'heure, Juan José disait quelque chose. Je pense que c'est humain de péter un câble. On a tous pété un câble dans nos vies. Ça, c'est pas moi dans mon argument. C'est pas ça que je reproche à Longoria. Alors on peut tous péter un câble, s'énerver. C'est juste qu'aujourd'hui, ce mec-là, en fait, il a une posture et on parle de l'Olympique de Marseille. On parle pas de, je sais pas moi, club du football français, comme le disait souvent. On est bien d'accord, Bilal, d'accord. Donc on parle pas d'un petit club, on parle d'un club qui va être forcément médiatisé. Si demain tu es à l'Olympique de Marseille, que tu dis un truc de fou, ça va ressortir dans la foulée. Tu dois le savoir, tu dois gérer tes émotions, tu dois tout gérer parce que c'est justement ta posture en fait de le faire. Tu dois l'avoir ce truc-là. Et je trouve ça dommage, de par sa position, je trouve ça dommage. Mais c'est dommageable, certes, mais c'est surtout étrange dans le sens où Pablo Longoria, dans sa communication, a toujours été relativement bon. Alors, sauf si on me dit qu'il a envie de se barrer l'Olympique de Marseille, qu'il est parti en vrille pour se barrer facilement. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais péter un câble. Alors là, je comprendrais. Par contre, très bonne stratégie, c'est ça. On termine sur Marseille. Demande à Bilal s'il peut appeler Pablo Longoria directement. On va essayer. On essaiera de l'avoir avant la fin de la saison. C'est promis, Mathieu, t'inquiète pas. Calmé parce que moi, je vais pas le voir. C'est sûr. Sachant qu'il a refusé plusieurs médias. Beaucoup de médias. Ce soir. Médias. Quand t'as des arbitres sur le banc, on a des réactions. Le deuxième budget de Ligue 1. Et cet effectif-là, tu peux pas perdre 3-0, même si l'arbitre arbitre avec le bonnet de Giroud. Voilà. Imagine aussi le FC Metz. Je dirais pas le nom, en tout cas, mais il est très très connu. Le gars qui nous envoie des punchlines comme ça. En parlant de. Il est bon. De Giroud, il était présent au stade. Il a le droit. Giroud est très sympa. On l'avait reçu. C'est Djibril Cissé aussi qui a donné le coup d'envoi fictif de ce match. Il y aura pour le jubilé Cissé, la team face. Et pour finir. À Auxerre, pardon. Aussi, genre d'ambassadeur. Et juste pour finir, j'ai vraiment apprécié les arguments de Roland Courbis, Samir Nasri et également Eric Dimeco d'ailleurs. Au passage sur l'Olympique de Marseille qui sont Marseillais. Donc d'où l'objectivité de tous nos commentaires de ce soir. Aussi. Voilà. Samir, allez rapidement le tea time de Mourad. Tea time avec Mourad. Ouais, c'est rappel des faits, tout simplement. Mourad n'est pas là, mais à mon avis, il est à l'écoute. Petit clin d'œil au DC Comics et toute la troupe. Ce week-end en Première Ligue a été riche en émotions. Liverpool a frappé fort, justement, en s'imposant 2-0 contre Manchester City, prenant une belle option dans cette fameuse course au titre. Arsenal, de son côté, a connu une grosse désillusion. Et oui, les Canonniers de Londres, en s'inclinant 1-0 face à West Ham, Nottingham Forest ont fait un match fou conclu avec un spectaculaire 4-3 en faveur des Magpies. Tottenham donc a bien brillé avec une victoire éclatante 4-1 contre Ipswich. Et pour Pep Guardiola, justement, on en arrive à toi. Contre aussi à Alisson, le week-end a été très compliqué avec une défaite qui met peut-être un coup de frein aux ambitions des Sky Blue de City. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont ses ambitions, puisque depuis le début, ils sont vraiment en difficulté et encore aujourd'hui, quand ils sont à la 25e, 26e journée, il leur en reste encore 12 journées à
à jouer. Ils sont encore qualifiés pour ils sont encore qualifiés pour les compétitions européennes, sachant que les équipes derrière, à un petit point, pourraient leur laisser en dehors des compétitions européennes. Ce qui est clair, et je pense que ce qu'il faut retenir, ce sont les déclarations de Guardiola qui a reconnu cette semaine donc qu'effectivement il s'impose un changement profond dans le Manchester City parce que il constate qu'il y a un certain nombre de joueurs, des grandes qualités, mais qui ne sont plus aujourd'hui à un niveau qui leur permet de jouer un match tous les 3 jours, ce qui était ces dernières années le rythme de Manchester City. Si on regarde un tout petit peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 saisons? 3 saisons, c'était Liverpool qui était en grosse difficulté. D'ailleurs, le départ de son entraîneur, c'est parce qu'il n'arrivait plus à faire jouer cette équipe de Liverpool qui était arrivée en finale de la Champions League, etc. Donc Manchester est arrivé aujourd'hui à ce point où effectivement il faut un chamboulement de cette équipe de Manchester. Il faut retenir tout simplement qu'ils vont essayer de sauver peut-être sa qualification en Champions League et, moindre mal, aller en Europa League. Mais ça serait quand même très dommageable pour l'image des Guardiola si est-ce qu'il s'intéresse à son image après avoir gagné le championnat en Espagne, le championnat en Allemagne, le championnat en Angleterre et avoir déjà plusieurs Champions League dans son palmarès. Ouais, Mathieu, rapide. Faut juste faire attention à Manchester City parce que comme tu dis, Juan Rossi, il reste 12 matchs. Ils ont que 5 points d'avance sur le 10e Fulham. Oui. Ouais, rien que ça. C'est très très serré en première ligne. Alisson, peut-être quelque chose à rajouter concernant Pep Guardiola? Non, pas du tout. Ouais, nous, on essaiera mercredi d'avoir sur cette antenne peut-être une sanction concernant le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. On essaiera de vous faire réagir avec toute l'équipe, notamment avec Carrier, entre autres avec Waïb ou Aurélien Duhart et sa fameuse chronique. Allez, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Un big up à Addison, à Samir, à Mathieu, à Juan Rossi de m'avoir accompagné. Et on se retrouve dès demain. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.